Il n'y a pas de lien entre l'islamisme et le terrorisme, il n'y a pas de lien. Je vais juste vous poser une question. Combien de terroristes ont été révélés ou combien de filières ont été révélées par ce documentaire? Aucune. D'accord? Mais c'est pas l'objet du documentaire. Ce documentaire. Vous êtes, avec beaucoup d'intelligence, vous êtes en train de faire passer ce reportage pour ce qu'il n'est pas. C'est étonnant que je sois la seule personne qui soit coupée sur ce plateau. Donc je suis désolé, il y a des choses qui ne se font pas. Pourquoi les musiques d'ambiance angoissantes comme ça? C'est quoi le but? Pourquoi est-ce que quand vous contactez notamment la jeune étudiante, parce que j'ai regardé le reportage, Lilia Bouziane, je la connais, d'accord? Quand vous l'avez contactée, vous lui avez présenté votre reportage comme un reportage qui concerne, je le cite, la laïcité vue par les jeunes. Et voilà que cette madame se retrouve dans un reportage sur l'islam radical. Vous avez manipulé des gens, madame, vous vous en rendez compte ou pas? Vous avez manipulé des gens parce que... Mais je vais vous lire par exemple un des mails que vous avez envoyé à une des associations. David Guiraud détruit 2 journalistes racistes en direct. Le député insoumis était invité sur le plateau de BFM afin de répondre à un reportage controversé présenté comme une enquête sur la laïcité, mais qui, selon lui, a été monté pour stigmatiser les musulmans et salir l'image de la ville de Roubaix. Face à 2 journalistes accusés de manipulation, d'amalgame entre islam et terrorisme et de musique anxiogène destinée à choquer, le député LFI démonte point par point leur méthode, dénonce le journalisme de préfecture et expose les vraies causes des problèmes, pauvreté, manque de moyens publics et absence de bilan concret des lois antiterroristes. Comme vous allez le voir, il va les mettre face à leurs contradictions et leur couper toute marge de manœuvre. Vous avez publié un communiqué extrêmement rude sur l'enquête. Je vous donne la parole dans un instant. Je souhaite qu'on a... Non mais voilà, je vous préviens. Je voudrais qu'on entende encore Michael. Qu'est-ce qui se passe dans les écoles ? Dans les écoles hors contrat, oui. Dans les écoles de la République, oui, parce qu'il y a aussi des problèmes dans les écoles de la République. Dans les écoles hors contrat, alors il faut d'abord dire que c'est minoritaire. Hein. Ça représente, par exemple, les écoles musulmanes, c'est 63 écoles en France. Hein. Et il y a à peu près quelques milliers d'écoles hors contrat, à peu près 2000. Mais ce qui se passe dans ces écoles, c'est qu'elles ne sont pas contrôlées. On ne sait pas d'où viennent les professeurs, ils n'ont pas de diplôme, ils doivent simplement avoir Bac+2. Et les programmes scolaires, en fait, sont laissés à la guise du directeur. Donc là, vous décrivez un phénomène résiduel, mais où en fait, sur lequel on n'a aucun contrôle, c'est bien ça? L'éducation nationale va contrôler, c'est ce qu'on montre d'ailleurs dans le film. Mais avec des fillettes voilées, des enseignants voilés? Alors ce qu'on montre dans le film, c'est une école qui est vraiment contrôlée et surveillée là par la préfecture des Bouches-du-Rhône parce qu'il y a de nombreux problèmes depuis des années. Il y a des petites fillettes effectivement voilées dès l'âge de 3 ans, mais ça, il faut quand même dire que ce n'est pas illégal. On a le droit dans une école hors contrat d'être voilé, on a le droit de manger halal, on a le droit d'être séparé, on a le droit, comme on le montre dans le sujet, d'avoir une cour de récréation qui sépare garçons et filles. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de ne pas respecter les programmes scolaires de l'éducation nationale, et c'est ce qui n'est pas fait. On va retrouver Nadine Morano dans un instant. David Guiraud, vous avez réagi en décrivant cette enquête comme une opération de démolition de la réputation de toute une ville. Oui, moi je suis venu vous dire à quel point votre reportage fait du mal aux gens de Roubaix. Combien à quel point ce reportage ruine des années de travail sur le terrain, justement, de gens qui sont spécialisés là-dedans. Et combien il y a toute une jeunesse, moi je crois, parce que je parle avec les habitants, j'y étais samedi à Roubaix. Vous l'avez vu le reportage? Oui, bien sûr. Parce que oui, bien sûr. Il est très équilibré et il a cœur, pardonnez-moi, j'insiste, je le dis pour ceux qui ne l'ont pas vu, de montrer le travail des agents de l'État qui font leur boulot. Mais justement, c'est ce que j'essaye de vous dire, c'est que vos méthodes ne sont pas honnêtes et que ce reportage qui prétend décrire une réalité, je suis désolé, il y a des choses qui ne se font pas. Pourquoi les musiques d'ambiance angoissantes comme ça? C'est quoi le but? Pourquoi est-ce que quand vous contactez notamment la jeune étudiante, parce que j'ai regardé le reportage, Lilia Bouziane, je la connais, d'accord? Quand vous l'avez contactée, vous lui avez présenté votre reportage comme un reportage qui concerne, je le cite, la laïcité vue par les jeunes. Et voilà que cette madame se retrouve dans un reportage sur l'islam radical. Vous avez manipulé des gens, madame. Vous vous en rendez compte ou pas? Vous avez manipulé des gens parce que... Je vais vous lire par exemple un des mails que vous avez envoyé à une des associations, d'accord? Alors elle commence par une salutation en arabe. Ce n'est pas moi d'ailleurs, je sais très bien, c'est pas grave, mais c'est votre équipe. C'est votre équipe. Je travaille pour M6 et l'émission Zone Interdite. Nous réalisons un sujet sur l'islam en France. Donc, déjà, vous dites que c'est pas sur le radicalisme. En France, on se fait clairement un délire sur l'islam, sur le salafisme ou sur les personnes rigoristes. Ceci n'est pas une critique. Et vous continuez, il y a bien des personnes juives et rigoristes sans que ça ne pose problème. Et j'aimerais ajouter ceci à votre sujet. C'est précisément, vous savez... Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de construire bien sûr, ce Michael vous reportage, répond. justement, construit une image de Roubaix catastrophique, à tel point que vous avez des candidats à la présidentielle qui nous ont dit que c'était l'Afghanistan à 2 heures de Paris, le reportage se déroule à Roubaix, à Marseille, à Bobigny. J'ai envie de vous dire, mais
On a l'impression que vous ne voulez pas avoir une situation qui vous dérange. Alors, j'y viens. Vous comprenez? Et on ne peut pas prendre les Français pour des imbéciles et en plus les pousser tout droit dans les bras de l'extrême droite. J'y viens. Regardez par exemple sur le terrorisme, parce qu'il y a un amalgame constant qui est fait entre l'islamisme et le terrorisme. Combien de... Il n'y a pas de lien entre l'islamisme et le terrorisme, il n'y a pas de lien. Je vais juste vous poser une question. Combien de terroristes ont été révélés ou combien de filières ont été révélées par ce documentaire? Aucune. D'accord? Mais c'est pas l'objet du documentaire. Ce documentaire. Vous êtes, avec beaucoup d'intelligence, vous êtes en train de faire passer ce reportage pour ce qu'il n'est pas. C'est étonnant que je sois la seule personne qui soit coupée sur ce plateau. Donc je continue. Je vous dis qu'aujourd'hui, le documentaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on peut appeler du journalisme de préfecture, mais à la limite, pourquoi pas. Il a suivi les opérations de la préfecture. Et la majeure partie des éléments que vous soulevez sont des opérations légales. Par exemple, le fait d'avoir plusieurs commerces halal dans une rue, qui d'ailleurs ne contient pas que des commerces halal, vous devez le savoir puisque vous y êtes allé, ce n'est pas illégal, vous comprenez? Donc on est en train de construire un problème musulman. On est en train de construire un problème qui n'existe pas, nous dites-vous. Je pense que ça se débat. Et surtout, pardonnez-moi, Michael Gagné vous répond. Michael Gagné vous répond. Non, attendez, vous l'assassinez depuis 10 minutes, elle vous répond. Pardon. Non, mais quand même. Ça, je vous écoute, il n'y a pas de souci. Je ne pense absolument pas que ce reportage va faire du mal à la ville de Roubaix. La ville de Roubaix est une ville vaste, il y a 98 000 habitants. On le dit, c'est une ville du multiculturalisme, tout le monde cohabite. Il y a certains quartiers qui ont basculé vers le communautarisme et le séparatisme, ce qu'on a vu dans le reportage. Ce n'est pas, évidemment, c'est pas parce qu'on le constate que ça va, c'est inexorable. Mais madame, mais si vous voulez, c'est important de le montrer, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Amine El-Bailly, qui vit ici, et je l'ai il est en campagne d'ailleurs, c'est son droit, mais il a son avis, je le respecte. Sa sœur est partie en Syrie, je ne vais pas l'accabler, d'accord? Et d'ailleurs, j'appelle même à la paix, je vais vous dire, parce qu'il y a effectivement des menaces aujourd'hui, et moi je pense que la violence ne résoudra rien là-dedans, je le dis. Maintenant, par contre, le séparatisme, madame Aroubé, c'est peut-être le fait que quasiment la moitié de la ville, et ça vous l'avez pas dit, vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 000 € par mois. Il y a plus de 40% de taux de pauvreté à Roubaix. D'accord? Ça, c'est du séparatisme pour moi. Vous avez des quartiers riches à Roubaix, c'est une ville riche. On pourrait parler des belles choses qui se font. D'ailleurs, moi, je vous invite à inviter des gens de Roubaix, vous allez voir. Vous parlez de causes. Des belles choses à Roubaix. Pardonnez-moi, vous parlez de causes éventuelles, mais vous ne pouvez pas décider de ce que l'on met ou non dans un reportage et de l'enquête que mènent des journalistes. Vous avez le droit de critiquer, et c'est pour ça que vous êtes pas. Vous êtes invité permanent de cette chaîne, vous parlez très librement sur ce plateau. C'est tout à fait normal. La liberté que vous me donnez. Et c'est tout à fait normal. Comme un reproche, c'est ça que je comprends. Non, c'est une façon de voir les choses en face aussi. Mais je les vois en face, madame. Il faut voir les choses en face. Les problèmes de radicalisation et de terrorisme, on les combat tous ensemble. Mais la loi séparatisme, pardon, ça fait des années. Je vous le dis parce que la France insoumise sur la loi séparatisme. Tout le monde est uni contre le terrorisme, d'accord? Même la population de Roubaix en réalité. C'est juste qu'on demande des bilans sur ce qui est fait. Il n'y a toujours pas de bilan. On ne sait pas quel est le bilan des lois séparatistes. Laurent Valdiguier réagit. Les libertés sont réduites. On ne sait pas quel est le bilan. Laurent Valdiguier réagit en quelques mots et on retrouve Nadine Morano. Non, mais c'est un des débats les plus compliqués de la République. Voilà. Moi, je vais à tous les procès terroristes. C'est à chaque fois des petits gars sympas. Tout le temps. On est toujours face à des inconnus. Parce qu'on est face à des enfants perdus de la République qui peuvent être, qu'on croise souvent, qu'on connaît souvent, qui sont souvent sans explication. Juste une petite question. Et la question vertigineuse qui se pose à nous tous, c'est à quel moment ça a dysfonctionné. Vous avez raison. À quel moment ça a dérapé. À quel moment Sami Amimour, qui conduisait des bus et dont le père est extraordinaire, qui habite en Seine-Saint-Denis, le père il est sympa de Sami Amimour, à quel moment il est devenu le gars qui a tiré sur le estrade du Bataclan? À quel moment? Quel moment, pour ça, les lois séparatistes, c'est de se poser la question, est-ce qu'on peut en amont essayer de remonter pour essayer de voir si c'est pas dans tel bouquin, dans telle librairie, si c'est pas dans telle école, c'est ça. Pardonnez-moi, c'est tout à fait normal, mais Nadine Morano nous attend et j'ai 3 questions à lui poser. Bonsoir Nadine Morano, merci d'être avec nous. Vous avez vous aussi réagi. Que retenez-vous de ce reportage? Moi, je trouve que c'est un reportage courageux. Qu'il est nécessaire de ne plus mettre la tête dans le sable comme le fait la France soumise. Moi, je ne dirais pas que c'est la France insoumise, je suis scandalisée par les propos qui sont utilisés. Et d'ailleurs, au-delà de Roubaix, la DGSI a identifié 150 quartiers qui seraient gangrénés par cet islam radical. Donc, vous voyez, ça va bien au-delà de Roubaix. Et puis, moi, ce qui me choque aussi, c'est de voir que il y a les écoles, l'université aussi, l'université où les filles voilées viennent, alors qu'il faudrait interdire de venir dans cet espace public, des jeunes filles voilées qui en plus se cachent pour aller prier.
on voit à quel point c'est quand même grave. Et puis, ce qui est un phénomène encore particulier, c'est ce qui se passe sur Internet. Vous avez vu maintenant les écoles en ligne qui sont en ligne depuis l'Arabie Saoudite et en français. Donc on voit bien qu'il y a une volonté d'instaurer dans notre pays par Internet interposé le wahhabisme, l'islam le plus radical qui soit. Donc c'est un combat qui va être très difficile. Mais moi je pense aussi qu'il faut avoir le courage aussi de maîtriser l'immigration en provenance de ces pays arabes, dont d'ailleurs rappelez-vous ce que disait le roi Hassan II du Maroc, je crois que c'est lui qui en parle le mieux, et il le disait devant Anne Sinclair il y a 30 ans, quand vous avez des pays dont l'islam est la religion d'État, et des gens qui arrivent dans notre pays à nous, où la laïcité, c'est la règle de la loi de la République, la laïcité. Eh bien, vous avez des gens qui arrivent en France et qui ne se font pas à notre mode de vie et qui n'acceptent pas notre mode de vie. Parce que dans ces pays-là, l'islam est une religion d'État. Et quand vous regardez les sondages qui avaient été publiés, 74% des moins de 25 ans musulmans font passer leurs convictions avant les valeurs de la République. Donc, à un moment, il faut aussi se dire que il y a un problème avec l'immigration. Si on ne se le dit pas, on s'en sortira jamais. Éric Zemmour a publié aujourd'hui sur les réseaux sociaux son programme islam. Tout est dans le titre. Hein. C'est un programme qui vise les musulmans français. Est-ce que vous reprendriez à votre compte ces propositions, Nadine Morano ? Je n'ai pas lu les propositions d'Éric Zemmour, mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit Amine, qui est très courageux et qui dit d'ailleurs, comme l'imam Chalgoumi que nous avons reçu et que je connais bien, qui dit et qui demande aux musulmans de France de s'impliquer dans cette guerre contre l'islam radical. Il le disait lui-même dans ce reportage, l'islam est malade. L'islam est malade. Donc il faut que les musulmans qui considèrent que les lois de la République, quand ils vivent en France, sont supérieures à leur religion, ces gens-là, ces Français-là, doivent s'impliquer dans cette lutte qui est un combat contre l'islam radical. On ne peut pas accepter que depuis 30 ans, on prenne ce toboggan de l'islam radical dans notre pays. Pardonnez-moi, je vous interromps. Dans le programme annoncé par Éric Zemmour, il y a toute une série de propositions fortes qui viennent d'être montrées à l'antenne, notamment l'interdiction du voile islamique dans tout l'espace public, etc. Est-ce qu'il y a des mesures que vous pouvez, d'une façon ou d'une autre, faire vôtre? C'est ma question et je poserai la même question à David Guiraud dans un instant. En ce qui concerne le port du voile, d'abord, c'est évidemment très compliqué de pouvoir aller contrôler toutes celles qui le portent. Moi, je pense qu'il faut être intraitable sur les fillettes voilées. Une fillette n'a pas à être voilée dans notre pays, dans l'espace public, même pas chez elle, mais enfin, comment voulez-vous aller contrôler chez les gens, c'est pas possible. Vaut mieux qu'ils ne viennent pas chez nous et vaut mieux qu'ils repartent dans un État musulman pour vivre comme ils en ont envie. Après, le voile à l'université ou les usagers dans l'espace public, quand vous êtes un usager et que vous rentrez dans un service public, vous ne devez pas avoir, vous ne devriez pas avoir de signes ostentatoires religieux, et notamment ce voile qui est un signe politique de soumission de la femme. Mais enfin, moi je pense à ma mère, à nos grands-mères, à toutes ces femmes qui se sont battues pour leur liberté, pour le droit des femmes, qu'on essaye de faire reculer en France. Je pense à toutes ces femmes qui se battent en Iran, qui se battent dans les pays musulmans, pour ne plus... Nadine Morano, pardonnez-moi, je vous interromps. On a deux responsables politiques sur ce plateau ce soir et il faut qu'on entende aussi David Guiraud sur ces questions. Oui, d'abord, sur le voile à l'université, Madame Morano veut nous faire croire que c'est quelque chose d'interdit. Je rappelle que c'est autorisé par la loi de porter le foulard à l'université et qu'au bout d'un moment, il faut se poser la question... À l'université, oui. Oui, il faut se poser quand même sincèrement la question de si on veut libérer les femmes, je ne vois pas pourquoi on les exclurait des établissements d'enseignement supérieur. Il faut savoir ce qu'on veut. Par ailleurs, Madame Morano est une des porte-paroles de Madame Pécresse et je tiens à dire que les Républicains, pour le coup, sont les plus immenses des focus sur ce sujet. Je vous rappelle qu'en 2015, par exemple, Madame Pécresse déclarait à Pantin, dans les mosquées, quand il fallait racoler les voix, qu'il fallait lutter, je la cite, contre ce fléau montant qu'est l'islamophobie. Et voilà maintenant qu'elle nous fait une opération anti-musulman pour aller racoler d'autres types de voix. Moi, je trouve que ces gens n'ont pas de constance et pas de cohérence. Il faut faire des choses, par exemple, contre le terrorisme. Il faut faire des choses. Mais attendez, les choses qu'il faut faire, commençons par le début. D'abord, il y a trop de gens armés dans ce pays. D'accord ? Il y a 11 millions d'armes en circulation, dont la grande majeure partie est illégale. Et il n'y a pas assez de services. Vous avez raison, mais alors bonne chance pour les récupérer.
C'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer, mais c'est une des priorités aujourd'hui. Ça doit être une des priorités dans le pays de lutter contre le trafic d'armes, par exemple, parce que les attentats sont meurtriers, notamment à cause de ça. Ensuite, vous avez d'autres enjeux, notamment sur les services de renseignement. Les services de renseignement ont été détruits par Nicolas Sarkozy, je vous le rappelle, lorsqu'il a détruit ce qu'on appelait à l'époque, bon, vous connaissez, je ne vais pas refaire, c'est un peu technique, mais ils ont été détruits, à tel point que maintenant, vous avez une plateforme, on a eu la plateforme Pharos, qui s'est occupée de recueillir les plaintes en ligne. On s'est aperçu qu'il n'y avait qu'une dizaine ou une vingtaine d'agents pour des centaines de milliers de plaintes au moment de l'assassinat de M. Paty. Voilà, je pense qu'il faut réarmer de ce point de vue-là. Quant aux lois antiterroristes, nous demandons un bilan. Moi, je suis une génération qui a vécu constamment sous état d'urgence, sous état d'exception, sous loi antiterroriste. Qu'est-ce que ça nous a apporté concrètement sur le terrain? Quel est le bilan qu'on peut faire de ces lois antiterroristes? Je suis prêt à en discuter, pas forcément à tout rejeter, mais aujourd'hui je constate que les atteintes aux libertés sont manifestes et que par contre la lutte contre l'antiterrorisme ne me semble pas progresser énormément. Et pour finir, je vous mets cet extrait de David Guiraud encore, qui remet en place une macroniste en direct sur BFM. Invité pour parler d'inflation et de pouvoir d'achat, le député LFI démonte un à un les arguments de la majorité. Il rappelle que si la France affiche une inflation plus faible que d'autres pays, c'est au prix d'une stagnation totale des salaires, ce qui fait plonger le pouvoir d'achat parmi les pires de l'OCDE. Face aux justifications creuses, il expose la suppression des impôts locaux, la dépendance à la TVA payée par les classes populaires et la redistribution sacrifiée. Comme vous allez le voir, il ne lui laisse aucune échappatoire. Déjà sur l'inflation, soyons honnêtes, on a l'inflation la plus faible de la zone euro. Donc n'oublions pas. D'achat la plus forte. Non, pas du tout. On parlait d'inflation. Je suis désolé. On me dit on a l'inflation la plus faible d'Europe. Il y a quelque chose que vous oubliez tous. C'est que par contre les salaires ils n'ont pas bougé d'un point. C'est vrai aussi. C'est pour ça qu'il y a la loi sur le partage de la valeur. Qu'est-ce qui se passe? La loi sur le partage de la valeur, elle vient là pour compenser ce problème-là. Elle n'augmente pas les salaires, cette loi. Une conférence sur les salaires, c'est quelque chose qui pourrait vous... Voilà, mais on le dit depuis l'été dernier. C'est vrai, vous l'avez dit. Depuis un an, moi je le dis, on nous a répondu que l'inflation allait être temporaire. Vous vous souvenez, c'était l'année dernière, on nous a dit on est à un pic de l'inflation, ça va s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? L'inflation augmente. On n'augmente pas les salaires. On n'augmente pas les salaires. Qu'est-ce qui se passe? C'est que peut-être qu'on a une inflation qui est moins forte que d'autres pays, mais les autres pays ils ont augmenté les salaires. Donc le résultat c'est quoi? C'est que dans l'OCDE, on est parmi les pays où le pouvoir d'achat plonge le plus. Parce qu'on n'augmente pas les salaires, parce qu'on se repose sur des dispositifs de primes. Je crois qu'il faut que tous ensemble, nous travaillons ensemble. Donc les partis de la majorité, les partis d'opposition, mais également les collectivités territoriales. Et sur les collectivités locales, puisque vous en parlez, les collectivités locales, madame, elles sont à l'os. Pour une raison bien simple, c'est que le gouvernement a décidé d'éteindre toutes les taxes locales. Les impôts locaux sont en train de disparaître. Et vous compensez ça avec quoi? Avec l'argent de la TVA, avec l'argent de la consommation populaire. Et la réalité, c'est que le budget de l'ANRU, il a augmenté de manière extrêmement importante. Mais c'est combien le budget de l'ANRU, madame? C'était 300 millions d'euros, je crois que c'est passé à 500 millions d'euros. Là, vous parlez de 200 millions d'euros. Les impôts locaux dont on parle, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Mais aujourd'hui, on est par exemple sur le dernier budget. Vous compensez avec la TVA, c'est-à-dire avec l'argent qui est issu de l'inflation, notamment la TVA. Au lieu de le mettre dans la redistribution, vous l'envoyez à hauteur de 30 milliards d'euros. Je ne vous parle pas de 200 millions. 30 milliards d'euros, c'est exponentiel, c'est beaucoup plus. 30 milliards d'euros de compensation de la TVA qui vont plus dans la redistribution, dans l'argent des Français. Pourquoi? Parce que vous avez supprimé des impôts locaux, parce que vous avez supprimé énormément de taxes, ce qui permettait aux collectivités de retirer de l'argent, donc d'être maîtres de leur choix. C'est un paradoxe que vous critiquez. Comment on pourrait faire participer les plus riches plus sans que ce que certains disent, c'est-à-dire qu'ils s'en aillent si on les taxe trop? Quel est l'équilibre à trouver? Parce que la solidarité, elle passe aussi par eux. Je pense que nous devons nous saisir de la transition écologique pour réinventer un nouveau modèle économique et social qui permette que l'argent injecté dans l'économie crée des emplois plus durables avec une meilleure qualité de vie au travail, une meilleure durabilité. Je crois vraiment que c'est très important qu'on aille vers un nouveau modèle que nous inventions avec audace. Je parle de manière générale du fait que cette transition écologique... Mais la taxation des riches, si c'est pour que ça détruise des emplois, désolé, on ne le fera pas. À un moment donné, on est l'endroit qui est le plus taxé d'Europe de très loin. Donc la réalité, c'est que le travail... Eh bien, c'est quelque chose qui, est pas négatif avec le fait de s'insérer. Par exemple, l'impôt sur la fortune, il n'est pas basé sur le travail. Il est plus basé sur des choses comme le patrimoine. Donc pourquoi vous parlez du travail? Mais en fait, c'est l'héritage la plus grosse donnée d'inégalité aujourd'hui dans notre pays. C'est pas le travail. C'est des gens qui naissent d'une bonne famille et qui du coup ont un héritage. Donc vous voulez faire des impôts sur l'héritage? Exactement. À partir de quel seuil?
À partir des 0,1% les plus riches. Tout le reste, ça va. Mais par exemple, ce qu'on avait dit pendant la campagne, c'est que si on taxait les 0,1% des patrimoines les plus hauts qui étaient transmis, ça permettait de financer l'allocation d'autonomie pour tous les jeunes. C'est-à-dire qu'en taxant 0,1% des patrimoines les plus riches, on permettait à chaque jeune de ce pays d'avoir l'occasion d'étudier sans avoir des petits boulots à côté. Ce sera le